qu'est-ce qui est choquant, notamment pour les jeunes? Regardez le titre de la vente. Il s'agit d'un ensemble d'armes. Exceptionnel ensemble d'armes courtes africaines. Voilà. Maintenant, si vous regardez les photos de ces armes-là, vous allez voir qu'il y a un peu de tout là-dedans. C'est-à-dire que vous avez des ustensiles de cuisine, vous avez des outils agricoles, d'où proviennent tous ces biens qui seront vendus. Ils proviennent des pillages qui ont été faits dans la période de pénétration coloniale par l'armée française et par les officiers français. Le fait de nous brandir cela aujourd'hui et de venir nous narguer est complètement, parfaitement choquant. Bonjour Thomas Bouli. Oui, bonjour Peter Lema. Oui, bonjour Thomas. Oui, bonjour Bala Koné et bienvenue à Afrique Loire. Merci. Alors, depuis que l'Afrique s'est invitée par le biais du Centre de ressources Afrique Loire aux Journées européennes du patrimoine, nous avons appris beaucoup de choses. Le 23 mars prochain, 23 mars 2019, se déroulera une vente publique, une vente aux enchères, organisée par Salorge Enchères, organisation basée à Nantes et à La Baule. Pourquoi être contre cette vente? Vaste question à laquelle on peut répondre en 3 points. Nous sommes contre cette vente, d'abord parce qu'il s'agit du démantèlement des objets, des biens culturels africains, qui arrivent au moment où les négociations se font par rapport à la restitution. Donc il est anormal que les objets qui sont querellés soient vendus aux enchères pour être dispersés dans la nature. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui porte notre colère, c'est la manière dont les choses sont présentées. Donc nous parlons clairement d'apologie du colonialisme parce que c'est justifié, c'est rapide et c'est prise de guerre d'une certaine façon. Et puis la troisième raison, elle est tout simplement stratégique parce que dans cette affaire, la diaspora africaine a aussi des intérêts. Nous avons des enfants de la descendance ici en France. Nous sommes africains. Donc, pour nous, c'est un enjeu important entre nos ancêtres et notre descendance. Et jusqu'ici, nous avons respecté tout le monde. Mais là, pour la première fois, un acteur majeur du processus est en train de mettre tout le monde en difficulté. Alors, si je comprends bien, il y a plus de 300 pièces. Oui, il y a 328 pièces. Et dont les provenances sont d'où, à peu près? Alors, les provenances, d'après ce qu'ils nous disent, parce que c'est quand même à voir, la première vient de la collection de Savognan de Brazza. Vous voyez? Donc, Savognan de Brazza, qui est censé, par son officier, le caporal Mazier, avoir constitué une collecte, notamment en Afrique centrale. Donc ça, c'est la première source. La deuxième source vient d'Alfred Testard de Maran. Et puis la troisième, c'est l'abbé Gardinier. Et bon, pour nous, tout ça, c'est factice, parce que vous allez remarquer que, et c'est ça qui pose vraiment problème, il faut que le public comprenne. Savognan de Brazza, c'est un officier français. Il était ancien de vaisseau. Sa mission au Congo, de 1975 à 1978, a été financée par l'État. Donc, sa collecte est faite, on nous dit, par le caporal Mazier, ça veut dire également l'armée. Et ce même Savognan de Brazza, lorsque le roi Léopold II de la Belgique lui a demandé de travailler pour lui, il a répondu clairement qu'il était officier français, qu'on n'avait qu'à s'adresser à son gouvernement. Donc nous, la première chose qui nous interroge, c'est pourquoi est-ce qu'on fait passer cette collection collectée par Savognan de Brazza pour de la provenance privée? Alors que tout le monde sait qu'en histoire, que la France a encensé
le travail que de Brazza a fait pour la création de l'Afrique équatoriale française. Lorsqu'il fait de bonnes choses, on l'encense, mais là, par rapport au pillage de nos biens, on nous fait croire que c'est une collection privée. Donc là, nous ne sommes pas du tout d'accord avec cela. Et je peux poursuivre pour la deuxième provenance, c'est même encore pire. Parce que dans leur présentation, ils oublient d'expliquer que Alfred Tétard de Marans est avant tout un commissaire de marine. Donc c'est également un officier français et qu'il était océaniste. Il a travaillé notamment aux îles Marquises, donc il était ethnologue. Et sa mission, je le note ici, il était chef de service administratif du corps expéditionnaire au Dahomey. Donc quelqu'un qui était censé organiser le corps expéditionnaire et est devenu également le chef de bande de cette rapine-là. Et là, c'est également l'armée. La troisième provenance, on nous parle d'un prêtre, l'abbé Gardinier, mais vous pouvez lire d'où viennent les collections de l'abbé Gardinier, par exemple. Et toutes les armes diverses qui figurent dans ce vestibule proviennent de l'expédition du Dahomey. Elles avaient été léguées par un officier ayant fait cette campagne à l'abbé Le Gardinier, alors curé de Sasto, puis ultérieurement curé de Molino, en Seine-Inférieure. Celui-ci, à sa mort en 1928, les légua au docteur Paul Chavigny. Donc, le protectorat de la France sur le Dahomey résultait des traités de 1841, 1858, 1868 et 1878. Mais quand on voulut l'exercer de façon effective, le roi Béhanzin s'opposa à l'établissement des Français. Voilà. Donc le roi Béhanzin s'était opposé à l'établissement des Français et ça a donné donc la raison pour faire la guerre au Bénin et puis pour piller. Bon. Donc vous comprenez que les trois sources qu'il nous donne sont déjà sujettes à caution, ont un dénominateur commun, c'est que c'est l'armée française, c'est-à-dire c'est l'État. Donc nous ne comprenons pas aujourd'hui, nous ne comprenons pas que l'État français se taise aujourd'hui sur la dispersion, la stratégie de dispersion de ce patrimoine. Le fait de nous brandir cela aujourd'hui et de venir nous narguer est complètement, parfaitement choquant. Il faut, si on n'a rien à se reprocher, il faut au moins dire la vérité historique aux gens, d'où proviennent tous ces biens qui seront vendus. Ils proviennent des pillages qui ont été faits dans la période de pénétration coloniale par l'armée française et par les officiers français. Alors tel que c'est présenté, on parle de prise de guerre, quoi. Et là, c'est le deuxième scandale. Vous voyez, le deuxième scandale, c'est que, comme Bala a lu tout à l'heure, la version officielle est la suivante. Le roi Béhanzin et tous les autres, les Samori Touré, tous les autres résistants, le Ngbabi Sogo au Cameroun, les Kouma Mbappé, on nous présente tous ces résistants à la colonisation comme si c'était des menteurs. Donc vous pouvez par exemple lire la suite de... L'expédition du commandant Thérillon en 1890 eut pour épilogue le traité du 3 octobre 1890 par lequel Béhanzin reconnaissait le protectorat français sur Porto Novo. Il est mentionné donc ici que Béhanzin viola la parole donnée. Voilà. Donc vous voyez qu'on justifie la prise de guerre par le fait que le roi Béhanzin, en l'occurrence, s'était opposé à l'installation des Français. Est-ce que cette façon de présenter l'histoire est vraiment la meilleure? Et ça nous choque ici à Nantes. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans les villes de France, Nantes est la ville où on crée la rue du Dahomey. Dès le début de cette guerre, il existe à Nantes un boulevard du Dahomey qui a été créé pour le financement de cette guerre. Vous verrez que c'est une Nantaise qui a essayé de défendre la thèse en écrivant le livre sur le père d'Orgère. Donc c'est particulièrement choquant aujourd'hui qu'on revienne encore sur une version de l'histoire qui est celle des pseudo-vainqueurs et qu'on reproche à Béhanzin, y compris à tous les résistants à la pénétration coloniale, de n'avoir pas respecté les espèces de pactes. Deuxième argument qui nous révolte encore plus, c'est que vous allez voir que cette notion de prise de guerre qui consiste à dire que oui, vous les Africains, vous n'avez pas de parole,
vous n'avez pas respecté votre parole, donc on vous a fait la guerre, vous avez perdu la guerre, et nous avons donc rasié tout votre patrimoine. Ça, cette version-là ne passe pas partout. Sinon, pourquoi dans cette exposition, on se retrouve avec des objets qui viennent de Côte d'Ivoire, qui viennent du Niger, qui viennent du Soudan, qui viennent du Sénégal? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que dans tous ces pays, quels sont les traités qui n'ont pas été respectés? Alors, la vérité, il faut la dire à tout le monde. C'est qu'à partir de 1885, les Européens ont créé des traités entre eux, notamment à Berlin, où ils se sont assis entre eux sans aucun Africain pour prendre des décisions, pour créer des traités. Et lorsqu'ils sont repartis en Afrique, pour essayer de les imposer aux Africains, il y a eu résistance. Le roi Béhanzin, Samori Touré, Ongba Bissogo et tout ce monde-là ont-ils eu ou non eu raison de refuser ces traités? Et le troisième argument, parce que... Alors juste pour la compréhension de tous, c'est qu'on est en période de la conférence de Berlin, donc 1885, et la première réaction d'opposition de Béhanzin se fait 4 ans après. Voilà, en gros. Se fait 4 ans après. Et vous verrez d'ailleurs que dans leur argumentation, là, ceux qui vendent cette histoire à Nantes, ils accusent par exemple qu'on n'a pas respecté le traité franco-allemand et le traité franco-britannique. Mais bon sang, comment voulez-vous que les Africains, qui n'ont même pas été concertés sur ces traités-là, juste acceptent de les respecter les yeux fermés? Donc c'est tout à fait normal que nos ancêtres soient révoltés. Et vous allez voir, et c'est mon dernier argument, dans le cas du Congo, puisqu'on nous présente la collection de Savorian de Brazza, vous allez voir la supercherie qui existe sur cette affaire. La collection dont il est question aurait été faite entre 1875 et 1878. Alors je veux bien qu'on me montre quel était le traité que n'auraient pas respecté les Congolais. À ce moment-là, il n'en existait pas. Puisque le premier traité entre Savorian de Brazza et le Makoko Bateke a été fait en septembre de 1880. Et il a été ratifié par le gouvernement français, Yves Grévy, en 1882. Alors, vous n'allez pas me faire croire que les Congolais ont été punis pour avoir fait la guerre, pour ne pas respecter un traité qui n'existait pas encore. Ouais, il y a de nombreuses aberrations dans cette façon de présenter les choses, de dire qu'il s'agit des prises de guerre. Il ne s'agit pas des prises de guerre, il s'agit des rapines. Est-ce que nous ne pouvons pas considérer, parce que là, il s'agit d'une deuxième vente. Il y avait une toute première vente qui s'est faite en 2016, oui. C'est bien ça? Oui. Et toutes ces ventes qui se font de manière très rapide à l'heure actuelle, est-ce que ce n'est pas dû au fait que ce dossier ait été ouvert par rapport à la restitution des biens mal acquis? Mais évidemment, évidemment. Vous savez, chacun a sa stratégie. Et moi, je comprends que le monde de l'art, le marché de l'art, est la sienne. Et en discutant avec eux, je les comprends d'autant plus qu'ils n'ont pas été vraiment consultés par rapport au rapport Felwine-Sarr. Donc, jusqu'ici, par exemple, à Nantes, nous, on a travaillé avec les musées publics. Tous les musées publics travaillent avec nous, avec les institutions comme l'Église catholique, à travers la Société des missions africaines, et y compris même l'armée nous a reçus, nous a montré un certain nombre de choses, et évidemment avec aussi des collectionneurs privés. Mais le marché de l'art dit qu'il ne se retrouve pas dans le deal qui est en train d'être fait entre les États. Donc, M. Macron ayant résolu du principe, parce que ce n'est qu'un principe aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui tomberont des nues le jour où la surprise va arriver. Si on se croise les bras et qu'on ne fait rien, en espérant que oui, les choses vont se faire toutes seules. Ce n'est comme ça que ça se fait. Et l'acte qui se fait aujourd'hui à Nantes n'est pas le fruit du hasard. Tu fais bien de rappeler qu'en 2016, souviens-toi, ils nous avaient fait le coup, alors que nous étions en train de faire
la semaine, les journées européennes du patrimoine. Parce qu'à Nantes, l'Afrique participe à ces journées-là. En 2016, nous n'avons pas réagi parce qu'on a appris la chose pratiquement au moment où elle se faisait et parce que nous, on était dans un agenda beaucoup plus calme. C'est-à-dire que le Bénin venait juste de demander de servir de cheval de Troie et le Bénin, souvenez-vous, était à Nantes. Nous n'avons pas été vigilants, ça je l'avoue, en 2016, et la vente a pu se passer tranquillement. Mais cette fois-ci, les choses ont changé. Cette fois-ci, les choses ont changé. Nous n'allons plus nous laisser faire. Nous ne sommes pas des violents. On va gérer ça de façon à ce que les comportements changent. C'est le choix qui fait mal. C'est-à-dire que ça se passe à Nantes. Y compris même pour le patrimoine. S'il y a un pays dont nous connaissons les liens et les cachettes du patrimoine ici à Nantes, c'est le Bénin. Et là, on vient de nous ajouter l'Afrique centrale. Qu'est-ce qui est choquant, notamment pour les jeunes? Regardez le titre de la vente. Il s'agit d'un ensemble d'armes